Bonjour et bienvenue dans cette horror série. Je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Là, j'ai allongé, je me fais chier en fait. Je pourrais faire autre chose, hein, vous me direz, mais quand je suis tout seul, je pense. Et ça m'emmerde de penser. À quoi tu penses? Je pense pas, je m'emmerde. On dirait que tu penses quand tu t'emmerdes. Le seul truc qui m'empêche vraiment de ruminer, c'est de faire mes petites chroniques, alors je vous en fais une petite dernière avant l'été. Oui, enfin ça va, hein, n'en faites pas de trop. Aujourd'hui, on part faire une petite virée en mer, dans un luxe paquebot. Mais attention, faites pas de vagues. Il y a un poulpe géant chelou, vénère et territorial qui va vous tentaculer le cul. C'est la profondeur de cette obscénité. La profondeur féminine. Vous l'avez deviné, je vous propose le terriblement fun Un cri dans l'océan de Stephen Sommers, réalisé en 1998. Deep Rising de son titre américain, Émergence des profondeurs au Québec, et Montée profonde en Google Traduction. Un bel oxymore, qui est lui-même un pléonasme, puisque oxy et mort, c'est la même chose. C'est pas con ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il dit d'autre? Si, c'est con, c'est rigolo, mais c'est con. Il y a des termes comme ça qui sont rigolos par eux-mêmes. Quand j'étais petit, je croyais que carrefour, c'était un mot anglais. Car et four. 4 voitures, quoi. Pas du tout. Ouais, bah maintenant, je raconte ça à mes neveux et nièces comme si c'était un fait. If I go down, you're going down with me. Alors, Deep Rising, c'est parti. John Finnegan, pilote de bateau, loue ses services au plus offrant, et il est pas trop regardant sur qui embarque à bord de sa vedette, du moment que ça paie bien. Un peu comme Tatane dans Le Transporteur. Tout ça me semble tout petit peu opportuniste. Finnegan est accompagné de 2 membres d'équipage. Joey, un relou à la voix irritante et aux gencives moins discrètes qu'elle ne devrait, et de Leila, une magnifique demoiselle, un avion de chasse. Et Leila, c'est la meuf de Joey. What does she see in him anyway? Bon, je dirais que vu les dents de cheval de Joey, peut-être que les similarités anatomiques avec un kéton ne s'arrêtent pas là. Avec ta grosse bite, là, tu me dégoûtes. En soi, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Félicitations, mon cher. La fameuse Leila, c'est elle, là, à l'écran. Ça va, les gars? Oui, moi aussi, ça m'a fait un choc. Vous n'êtes pas les seuls. La mission du jour de Finnegan et ses 2 mousses, c'est accoster le plus beau navire du monde, l'Argonautica. That's a cool name. Entre deux, quelques petites scènes nous familiarisent avec des personnages à bord du submersible et nous montrent qu'une belle ambiance règne lors de ce voyage inaugural. Tout va bien, jusqu'au moment où quelque chose de très gros percute l'Argonautica de plein fouet par le dessous et le compte des passagers diminue. Chute, noyade et aspiration par la cuvette des chiottes laissent à penser qu'il ne s'agit pas d'un iceberg. Whatever it was bigger than that block of ice you found. Puis on retrouve notre héros et ses 2 comparses. Les passagers de Finnegan sont en fait des mercenaires armés jusqu'aux dents, ils ont même des bombes, qui comptent bien dévaliser le paquebot et le faire péter ensuite. Après quelques soucis techniques liés à un accrochage, les mercenaires investissent le vaisseau, mais il n'y a pas âme qui vive à bord. Il y a du sang, des entrailles, mais pas un seul corps en entier. Alors, forcément, je tâtonne. Pour trouver la juste expression. Y'a panique à bord? Ben voilà, ça c'est sympa. Le groupe de Mercs, ainsi que Finnegan et Joey, se mettent à farfouiller un peu partout et tombent sur une ravissante créature, humaine celle-ci, nommée Trilliane, ce qui commence à faire un paquet de bombes dans ce film. Elles sont superbes, volontaires, pleines de fougue. Trilliane est découverte dans une geôle du bateau car elle s'est avérée être une voleuse et s'est faite gauler par l'équipage dans une scène précédente. On comprend mieux pourquoi Joey est maqué, mais pas Finnegan. Ouais, c'est un classique. Ça commence à ressembler un peu trop à Titanic, là où c'est moi. Alors les mercenaires, en plus d'être des voleurs, sont carrément des connards brutaux et menacent sans arrêt Finnegan et ses comparses. Ils frappent même le pauvre Joey sans aucune raison valable, à part sa tête de con, quoi. Ce qui est bien, c'est que comme ils sont nombreux, ces abrutis, on sait déjà que certaines morts vont nous réjouir et à ce niveau-là, vous serez gâtés. De toute façon, c'est bien fait pour eux. L'exposition est un brin longuette mais nécessaire. Et une fois que c'est parti, c'est parti. Nos héros découvrent assez vite qu'un kaiju marin clairement inspiré des écrits de H.P. Lovecraft a fait le ménage avant leur arrivée, mais qu'elle n'est pas contre un petit digestif. Il n'est donc maintenant plus question de voler quoi que ce soit, mais d'échapper au monstre coûte que coûte. Ok, Mimekassos. Voilà encore un film qui s'est planté au boxo alors que franchement ça ne méritait pas. C'est hyper généreux, plutôt gore par moments, assez rigolo, même si le sidekick Joe est franchement pénible au bout d'un moment, mais il faut un comic relief et c'est tombé sur lui. On bénéficie en plus d'un casting de très haute volée.
Pas de vraies stars, mais des tronches de série B que vous avez vues un peu partout, et franchement, ça fait plaisir. Dans le rôle de Finnegan, Treat Williams, malheureusement décédé en 2023. Vous l'avez vu dans 1941 de Spielberg. Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. Le très fun Dead Heat, flic ou zombie, que j'avais chroniqué à nos débuts. C'était pas terrible, un peu sec dans l'ensemble. Ouais, on débutait, quoi. Il a aussi fait Le Fantôme du Bengale, The Substitute 2, 3 et 4, où il donne des cours de géométrie à coups de règle dans la gueule. C'est le Victor Novak américain. Gérard Klein, il gère la dyslexie, et Treat Williams, il gère la dislocation. Mais c'est presque pareil. Il est aussi dans 127 heures, où James Franco se coupe la main. Ce qui ferait plaisir à toutes les meufs qu'il a ploté sans consentement si ça arrivait dans la vraie vie. Et on a sous-estimé Run, Hide, Fight, que je vous conseille au passage. Mais le rôle le plus marquant de Williams, c'est sans aucun doute le prince de New York de Sidney Lumet. À ne pas confondre avec un prince à New York avec Eddie Murphy. Ensuite, nous avons Funky Jansen. Ay caramba! La fabuleuse Jean Grey de la première trilogie X-Men. GoldenEye. The Faculty, que j'ai chroniqué aussi. C'était pas génial, mais c'était pas... C'était mieux. Taken, avec Liam Neeson. 100 Feet, un petit thriller domestique fantastique oublié, pourtant très regardable. Hansel and Gretel, en sorcière, et son rôle mémorable dans la série Nip Tuck, titre qui convient particulièrement à son personnage. Kevin J. O'Connor, un habitué des films de Summers, puisqu'on le retrouve dans la peau du trou du cul Benny dans La Momie, la géniale version avec Brendan Fraser. Color of Night, le thriller érotique avec Bruce Willis, poutre apparente. Gods and Monsters, sur la vie de James Whale avec Ian McKellen et Brendan Fraser. Amistad, Van Helsing, toujours de Summers, et G.I. Joe, encore de Summers, et The Master, de P.T. Anderson, quand même. Anthony Hild, un habitué des rôles de sale con, Le Silence des Agneaux, Le Client, L'Affaire Pélican, et 8 mm, avec Nick Cage. On a aussi du très beau monde dans Les Mercenaires, avec l'ami Wes Studi, qui pour une fois ne joue pas un Indien, parce qu'après Le Dernier des Mohicans, Geronimo, Danse avec les loups, Albert à l'Ouest, Le Nouveau Monde, Hostile, ou même Avatar, il y a un moment, faut varier. Il parle donc normalement dans Deep Rising. Il joue les cow-boys un peu, là, dans Hit de Michael Mann, et le marrant Mystery Man, où son perso est un mélange entre Yoda et un maître de Kung-Fu. Il est aussi Sagat, dans le chef-d'œuvre Street Fighter avec Van Damme. Il a échappé à Dalsim, c'est plutôt bien. Il devait jouer dans Un Indien dans la ville, et son personnage s'appelait Hugh. Il a filé comme une flèche, et il a dit qu'il préférait se foutre une plume dans le cul plutôt que de rejoindre un Indien. Dommage, il y avait des sioux à se faire. Il y a aussi Jimon Hunsu, un beau black né au Bénin, pays francophone, donc il est un peu français. Gladiator, Amistad aussi, Les Gardiens de la Galaxie, Never Back Down avec Temu Cruz, Stargate, Le Boulet avec Pulvord et Lanvin, Blood Diamond avec Le Roi Léo, The Island de Michael Bay et Le Formidable Dragon 2. Grosse filmo pour Ji-Moon et beaucoup de bons trucs. Après, nous avons Jason Fleming, Snatch, From Hell, Abîme, super film de sous-marin avec des fantômes. Il est le Dr Jekyll du mal-aimé La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui est pas si mal que ça au final, sans être génial non plus. Kick-Ass et X-Men First Class de Matthew Vaughn, ainsi que The Social Network, excusez-moi du peu. Et pour la forme, il y a le nazi de l'Arme Fatale 2 qui est dans le film, Derek O'Connor, aucun lien avec Kevin. Et pour les curieux, la petite copine asiatique de Joey bien mignonne, c'est Una Damon. Le réalisateur Steven Sommers, il a fait du bon et du moins bon. C'est quand même plutôt plaisant dans l'ensemble. Son meilleur film, c'est La Momie. Son moins bon, c'est La Momie 2. Ça pique un peu les yeux, monsieur. Alors soyons honnêtes, G.I. Joe et Van Helsing, c'est raté, mais c'est fun. En revanche, son Hot Thomas, c'est très sympa. Son Jungle Book avec Jason Scott Lee est clairement sous-estimé, mais très compliqué à choper en édition physique. Bon, moi je l'ai, mais... J'ai dépensé sans compter. Et parmi les bons, il y a ce Deep Rising, qui est vraiment cool et facilement trouvable.
Bizarrement, il est sur Disney+, alors que Jungle Book n'y est pas. C'est bizarre, hein? Bon, en fait, Deep Rising, c'est une production Buena Vista, une filiale de Disney. Donc c'est pas qu'il soit sur la plateforme qui est bizarre, c'est que l'autre, qui est produit par la maison mère, n'y soit pas. Côté anecdote, ils ont voulu tourner dans un réservoir d'eau à Los Angeles, mais ça coûtait 200 000 $. Alors ils sont allés tourner à Vancouver, où ils ont fait construire un réservoir, mais il a pété, et il a inondé plusieurs pâtés de maison. La boulette. Bah au final, ça a coûté 400 000 $ de plus. Bravo. Il semblerait que Rob Bottin a bossé un peu sur le film, mais je sais pas vraiment sur quoi exactement. Les maquillages sont très cool en tout cas, et même si la créature est en CGI et qu'ils ont pris un coup de vieux, ça passe, hein. On va pas bouder son plaisir. Il y a aussi le personnage de Joey qui mourait dans la première version du film, mais le public test a fait la gueule, alors ils l'ont réintégré à la fin. Faut croire qu'il est pas pénible pour tout le monde. Non mais t'aimes personne de toute façon. Alors c'est faux déjà, et en plus je l'aime bien moi au connard, mais dans ce film-là il est casse-cul. Du coup je lance un sondage. Vous me direz si vous le trouvez pas un brin chiant le Joey dans les commentaires. Pour résumer, Un cri dans l'océan, c'est un subtil mélange d'horreur, d'action, de comédie et de guerre. Ça bouge beaucoup, il y a de la tripaille. Treat Williams incarne un héros à la cool, du type Nathan Fillion dans la super série Firefly disparue trop tôt. Et le simple fait que tout se passe quasiment en huis clos sur un navire, c'est vachement plaisant. C'est l'aventure du Poséidon qui rencontre Alien. On peut le ranger avec Underwater, Mal ou Léviathan, les petits films de flip aquatique avec des gens coincés sur ou dans une structure maritime. C'est con que le film se soit ramassé, mais Titanic était encore à l'affiche quand c'est sorti, alors forcément le bateau a pris l'eau. En plus, il y a une fin ouverte sur une île qui donne envie de voir cette suite, qui ne verra jamais le jour. Il y avait un côté King Kong / Jurassic Park qui aurait pu donner un truc chouette. Tant pis. Sur ce coup-ci, vous me reverrez pas avant septembre. Quoique. Il ne faut jamais dire jamais. Allez, je vous embrasse les assoiffés, je vous souhaite de bonnes vacances à tous. Ciao ciao.